Système. Nous accueillons François Ruffin. François Ruffin, vous êtes journaliste, activiste, rédacteur en chef du journal Fakir. Votre documentaire « Merci Patron » a connu un grand succès. Vous êtes aussi l'un des instigateurs de Nuit debout. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous n'avez pas de mots assez durs pour Emmanuel Macron. J'ai lu plusieurs interviews dans lesquelles vous évoquiez notamment Emmanuel Macron en disant qu'il est une caricature de la démission des élites. Et pourtant, il plaît. À combien de personnes, c'est difficile à dire, mais il y a quand même un engouement autour de lui. Je rappelle, c'est 10 à 15 000 personnes à son meeting Porte de Versailles fin décembre. Comment est-ce que vous vous l'expliquez ? D'abord, il plaît à Sophie de Menton. C'est-à-dire que c'est la gauche. Une catastrophe pour lui, c'est ça ? Oui, mais c'est la gauche comme l'aime la droite. C'est-à-dire que c'est la droite. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et donc ensuite, moi je voudrais. Et qu'il vous plaise pas est une bonne nouvelle. Oui, Madame de Menton, je suis pas intervenu quand vous parliez, donc je vous prie de m'interrompre. Oui, je vous prie de pas m'interrompre. D'accord. D'accord. Répondre. Et voilà. Et donc moi, il y a un truc chez Macron, c'est partons du réel. Il faut partir du réel. Retournons au réel. Retournons-y au réel. Moi, je me suis rendu à Saint-Vincent-de-Mercuse, qui est dans l'Isère, et je suis allé rencontrer les salariés de la boîte Ecopla, dont l'entreprise a été pillée successivement par la banque Barclays, par des fonds de pension anglo-américains, puis par un financier sino-australien qui s'appelle Jerry Wren. Et pendant tout ce temps-là, donc ça a duré 2 ans, leur calvaire, ils ont écrit des courriers au ministère de l'économie, qui était à l'époque habité par Emmanuel Macron, mais aussi ils en ont écrit au président de la République, qui a transmis les courriers à Emmanuel Macron, à Emmanuel Valls, qui a transmis les courriers à Emmanuel Macron. France Aluminium, la fédération donc patronale, a écrit à Emmanuel Macron. Le sénateur, la sénatrice, le député, tout le monde a écrit à Emmanuel Macron. Et pendant 2 ans, il y a eu 0 réponse. Alors, Madame de Menton veut voir Emmanuel Macron. Elle le rencontre très rapidement dans les couloirs de l'Élysée. Des salariés. Qu'est-ce que ça traduit selon vous ? Expliquez-nous. Pourquoi est-ce que c'est symptomatique selon vous de ce que veut faire Emmanuel Macron, cette affaire. Et je précise que votre t-shirt, j'ai cru voir Ecopla, voilà, c'est un des symboles donc, de ce combat. Expliquez-nous pourquoi, selon vous, ça n'a pas été simplement une négligence ou une façon de ne pas répondre, mais une volonté de ne pas répondre. Je pense qu'il y a une volonté où, inconsciemment au moins, il y a le fait que ce soit des salariés, en plus des salariés qui proposent une reprise en société coopérative. Et donc, évidemment, si ça avait été... D'ailleurs, Jerry Wren, l'actionnaire sino-australien, a été, lui, reçu par un collaborateur d'Emmanuel Macron. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a cette phrase d'Emmanuel Macron qui considère que ce serait une grossière erreur de protéger les entreprises et les emplois existants. C'est-à-dire que, finalement, ça fabrique, c'est de l'industrie, c'est des machines, c'est des trucs vieux, même s'il y a un marché, hein, le problème n'est pas là. Mais pour lui, la nouveauté, c'est la French Tech, c'est les start-up, là-dessus, on va mettre le paquet, et non pas sur les filières industrielles. Et enfin, il y a sa vision de la réforme. Lui, ce qu'il faut réformer, par exemple, moi je suis favorable à des réformes, mais il faut réformer le Code du travail. Il faut réformer le tribunal des prud'hommes. Il en met un bout dans sa Macron 1, il voulait faire une Macron 2, bon c'est pas passé, il en a remis un bout dans la loi travail. Moi je pense qu'en l'occurrence, sur ce dossier-là, il fallait s'appliquer à réformer les tribunaux de commerce. Et comme ça ne répond pas à son idéologie, c'est un homme qui prétend partir du réel, et en vérité qui a une vision extrêmement idéologique des choses. C'est ça que je veux comprendre avec vous ce soir, c'est vous ne lui reprochez pas au fond d'être ultra-libéral, puisque c'est ce que vous décrivez, mais de faire croire qu'il ne l'est pas, ou de faire croire qu'il est de gauche et de droite. C'est ça que je comprends. Vous savez, c'est le principe de la chauve-souris. Regardez mes ailes, mais non, je suis une souris. Regardez mes pattes, mais non, je suis un oiseau, quoi. Donc voilà. Alors, mais là, moi, je vois pas. Je vous donne la parole dans un instant. Il y a deux sujets sur lesquels vous pourriez, bon, c'est difficile à imaginer, mais vous rejoindre. C'est le côté anti-système, c'est le côté anti-système et le côté en dehors des partis traditionnels. Oui, de toute façon. Ça, ce sont deux choses que vous revendiquez aussi. Nous avons rencontré Emmanuel Macron, finalement, avec les salariés d'Ecopla, puisqu'on allait l'interpeller non plus au ministère de l'économie. Il a envoyé sa lettre aux salariés. Il a finalement envoyé une réponse aux salariés. C'est le jour où il est parti du ministère de l'économie en disant « Envoyez ça avec mon successeur ». Donc voilà. Mais donc on est allé le voir au sujet de En Marche et on a eu une discussion qui était très sympathique, voire rigolote, avec Emmanuel Macron. Donc il ne s'agit pas là de mettre en cause l'homme, mais bien ce qui sont ses positions idéologiques. Quand j'entends que voilà, c'est l'homme qui a fait le CICE, en effet, c'est l'homme qui a fait le CICE. Les bilans du CICE, par le gouvernement lui-même, par le France Stratégie, c'est quoi? C'est 20 milliards d'euros donnés chaque année aux entreprises pour 100 000 emplois créés. C'est-à-dire 200 000 euros par emploi. Non mais c'est un gâchis considérable. Alors on vous a entendu. Je voudrais donner la parole à Christophe Castaner maintenant. Je vous en remercie parce qu'on est dans la caricature totale. Monsieur Ruffin, vous étiez où en mai 2015 quand moi j'étais aux côtés de François Brottes, député, et que nous recevions avec le cabinet d'Emmanuel Macron
les syndicalistes et les salariés d'Ecopla. Vous étiez où? Au moment où on a voté la loi Macron, justement, que vous décriez tant, qui a prévu dans son texte la cession forcée de la part de l'actionnaire quand celui-ci ne joue pas le jeu. Et si jamais ce dispositif a été mis en œuvre, s'il avait pu être opérationnel au moment où le tribunal de commerce s'est prononcé, nous aurions pu forcer l'actionnaire. C'est prévu dans la loi Macron, c'est ça la réalité. Alors oui, Emmanuel Macron, il a fait son boulot de ministre. Il a fait une loi qui prévoit la cession forcée quand l'actionnaire joue pas le jeu. Alors moi, je veux bien que vous utilisiez Ecopla comme un fonds de commerce, mais je peux vous dire que non seulement il les a reçus avec vous, mais en plus il a été sur place. Il les a rencontrés sur place. Et l'ambiance n'était pas mauvaise. Alors cherchez pas à caricaturer la totalité des faits. Un ministre, ça fait quoi? Ça prépare des textes, ça accompagne les entreprises et ça fait des lois. Dans la loi Macron 2, il y a la cession forcée. C'est quelque chose qui permet justement de sanctionner tout ce dont vous parlez et sur lequel, pour le diagnostic, je suis d'accord avec vous. Je voudrais juste rappeler, c'est fait dans cette entreprise. C'est dégueulasse. Juste rappeler que Ecopla, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas, c'est une petite entreprise qui est dans l'Isère, voilà, qui fabrique des barquettes en aluminium, et qui donc a été au centre de ces discussions. Donc vous n'étiez pas au courant de ce que disait Christophe Castaner. Les salariés n'ont pas été reçus par le ministère de l'économie. Le cabinet du ministre était présent à nos côtés. Tomber dans le piège. Alors, non mais qui peut croire encore que les ministres, en se déplaçant, vont aller sauver des boîtes? Je veux dire que c'est ça le problème français. C'est fini cette période. Bon alors, je finis. On peut la laisser finir. La SET à Saint-Joire. S'il vous plaît. La SET vous a écouté attentivement. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, une boîte qui va pas bien, c'est pas parce que le ministre va aller les voir. Ils ont tous été les voir. Regardez Montebourg qui a été promettre je ne sais quoi. Ils ont tous été montés sur y compris le président de la République actuelle. Et ça, ils ne tiennent pas la promesse parce qu'ils ne peuvent pas sauver une boîte. Je suis désolée, c'est douloureux quand elle disparaît. Ce n'est pas possible aujourd'hui. C'est pas parce que le ministre va arriver et décider que tout va se passer mieux. Juste un mot. Intervention. C'est intéressant quand même comme débat parce qu'on voit bien les fractures à l'intérieur de la gauche. Donc on a le Parti socialiste avec ses difficultés, on a Macron qui prépare une mutation, puis on a François Ruffin qui arrive avec une certaine bienveillance vis-à-vis des gens qu'il veut défendre, mais à l'arrivée, il ne les défend pas, il les accable. Vous êtes en train de plaider pour une société figée dans une économie qui est en train de mourir. Donc les emplois, les emplois que vous êtes en train de défendre... Mais c'est des emplois d'avenir, ça. Non, pas les emplois de la vieille industrie. Très bien. Non, je voudrais juste terminer. Terminer, mais après je reprends la parole. Ce que veut faire Macron, si j'ai bien compris, au contraire, c'est assurer la fluidité sur le marché du travail. Et il y a une proposition qu'il porte, et que bien évidemment vous ne relevez pas, qui consiste à dire... Désormais, quelqu'un qui va démissionner de son emploi aura droit aux indemnités du Pôle emploi. Pourquoi? Parce qu'il est insensé, stupide, stérile d'entretenir là où ils sont des gens à travailler dans un travail qui ne les rend plus heureux et où ils dépérissent. Voilà, la fluidité, c'est ça le mot-clé sur le marché de l'emploi à l'avenir. Bien sûr, Manuel Lindemann. Arrêtez de penser figé. Oui, figé. Mais qu'est-ce qui fige aujourd'hui les choses? Ce sont les financiers dont les dividendes ont triplé par rapport à la masse salariale depuis les années 80. Ce sont là en l'occurrence c'est Barclays, c'est la banque Barclays, c'est l'actionnaire sino-australien qui a figé les choses. Parce que cette entreprise, il y a un marché pour ça. Et tant qu'on raisonnera comme raisonne monsieur, mais on n'aura pas d'industrie en France. L'Allemagne, elle n'hésite pas à fabriquer des brosses à dents, à fabriquer des crayons de papier, des crayons Bic, ce genre de choses-là. Mais tout ça, il faudrait considérer avec Emmanuel Macron et avec cette gauche de droite. C'est pas aux politiques de le décider, c'est aux chefs d'entreprise de le décider. Mais là, bien sûr que oui. Mais là, c'est aux politiques de décider sur... C'est cette fluidité qui permet de créer des nouvelles boîtes. Super. Vous avez une superbe fluidité. Vous savez que les salariés et les Français, ils vivent la fluidité d'une autre manière que vous ne la vivez. Parce que si on imposait la fluidité à M. Bruno Roger Petit, eh ben, son salaire, il serait divisé par 3 ou 4 et il devrait aller bosser en Roumanie. Voilà ce que c'est. Parce que les salariés français aujourd'hui, ils sont mis en concurrence, on leur dit, avec des salariés roumains, avec des salariés polonais, avec des salariés indiens. La différence, c'est que pour l'instant, les journalistes, ils sont pas mis en concurrence de la même manière. Qu'est-ce que vous voulez contre ça? Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils peuvent dire fluidité. Regardez comme c'est beau la fluidité. François Ruffin, si on peut éviter les attaques personnelles. Non, mais on essaie de avec les attaques personnelles. On essaie de discuter et on vous accueille avec bienveillance, comme tout le monde ici autour de ce plateau. Et je voudrais qu'on entende Marie-Noëlle Lienemann, s'il vous plaît.
Bon, d'abord, je trouve que la question qu'a posée M. Ruffin est très importante parce que c'est la question de l'industrie. C'est l'industrie, la question de la disparition d'un certain nombre de nos entreprises, notamment industrielles, avec que le pays a laissé partir ou fermer. Et que la résistance à ces départs et à ces mutations n'est pas organisée correctement et qu'Emmanuel Macron ne l'a pas fait et ne le fait pas. Je ne parle pas de la présence de la présence avec les salariés, je ne sais pas quoi a été retenu quand. Pourquoi je dis qu'il ne l'a pas fait? Je prends plusieurs exemples. D'abord, on a toute cette thèse et là je partage votre diagnostic, qui est de dire la vieille industrie doit mourir pour que la French Tech revienne en relais. Il n'y a pas de vieille industrie. Toute l'industrie, à 80%, doit muter par rapport à l'évolution numérique ou à l'évolution de la demande. Et l'exemple allemand est particulièrement révélateur. Et quand Emmanuel Macron, où il est idéologue, c'est que quand il nous dit il faut baisser le coût du travail, sans penser qu'il met les 80%, enfin j'exagère, c'est pas 80%, une bonne partie sur Auchan, Carrefour, dont chacun voit bien que c'est quand même pas le problème de la compétitivité principale de la France. Il refuse dans le même moment d'installer dans la longue durée une aide fiscale à la robotisation, à la numérisation et à la modernisation de l'outil productif français. Alors, ce qu'ont fait les Allemands, ce qu'ont fait les Italiens, parce qu'ils sont obsédés par l'idée, Emmanuel Macron et les libéraux, que le problème français, c'est le coût du travail. Alors, non, le problème de l'industrie française, c'est son capital, qui est trop tenu par les fonds de pension, qu'on laisse faire et qu'on laisse fermer. Et la deuxième question de l'industrie française, c'est aussi le fait qu'on ne lui a pas donné les moyens de changer de gamme et de se muter. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a mis en place le surinvestissement. Mais il l'a abandonné, il l'a fait pendant un an. J'ai déposé cet amendement. C'est lui qui l'a mis en place. Excusez-moi, mais là, vous êtes votre discours c'est trop technique. Excusez-moi, mais là, je me mets à la place de ceux qui nous regardent. Je vous explique. Bien sûr, c'est un peu technique. Et qu'on est très en retard. Un robot allemand, sa durée de son âge, c'est environ 10 ans. Un robot français, c'est 20 ans. Vous étonnez pas qu'on ait un problème de compétitivité. Michel Maffesoli, que vous inspire ce débat extrêmement vif, d'ailleurs, mais qui, au fond, pose des questions essentielles. Moi, je le trouve très amusant et totalement inepte, ce débat. Pourquoi? Parce qu'il correspond bien, d'une certaine manière, à cet entre-soi d'hommes politiques, François Ruffin, il défend des salariés et des gens qui sont... C'est gentil, c'est sympathique, les militants sont toujours sympathiques, enfin je veux dire... C'est un peu méprisant de dire ça. Non, mais non, on peut se poser en s'opposant, c'est légitime, il est nécessaire qu'il y ait un peu des fous du roi dans quelques domaines que ce soit, non. Mais ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est que, dans le fond, il y a quelque chose qui vous unit tous. Macron n'est pas hors système. Il est de ce même système. C'est un coucou, il met ses œufs dans un nid fait par d'autres, mais il reste quand même un représentant de l'élite. Et c'est cette déconnexion de cette élite qui me paraît poser problème. Un petit moment de populisme, ça fait du bien. Non, mais ce populisme, dès qu'il est question du peuple, c'est du populisme. Non, là c'est du populisme. Là c'est du populisme. Le peuple sent du populisme. Non, excusez-moi. Vous parlez à deux élus. Je considère que le peuple ne sent pas forcément mauvais. Michel Maffesoli, qui est hors système? Ça existe ou pas? On peut penser, moi je pense que monsieur n'est pas hors système. Bien sûr, madame Lienemann, elle n'est pas hors système puisqu'elle est députée. Non, qu'est-ce que vous êtes? Je ne sais plus. Sénatrice. Députée, ça va. Non, mais d'accord, mais je parle des. Qu'est-ce que c'est que le système? Ce qui est vraiment intéressant, parce que le système, est-ce que c'est pas le système de la fonction publique? Chacun a son système. Et moi je suis désolée, on dit le système, alors on a tendance. On est dans des systèmes une pensée un peu incommode. Depuis tout à l'heure, j'ai qu'une chose à dire, c'est qu'il y a un désaccord entre la société officielle et la société officieuse. Et dans le fond, Emmanuel Macron fait partie de la société officielle. Oui, non, officieuse. Il a fait un pas vers l'officieuse. C'est ce que vous dites, on verra bien. Parce que les officiels dominants et les officiels non dominants. Non, ce qui serait intéressant de voir, c'est qu'est-ce que c'est je dirais, ces jeunes générations qui ne se reconnaissent plus. Il faudra voir en bout de course. Il y a 600 000 jeunes Français qui sont venus s'inscrire sur les listes électorales pour voter à l'élection présidentielle. On verra bien un peu plus tard. Attendez quelque peu. Parce que les pronostics de cet ordre, on verra. Non, ce n'est pas un pronostic, c'est un chiffre. Il y a 600 000 personnes qui sont venues s'inscrire sur les listes électorales. Pourquoi? Parce qu'il y avait entre 15 et 20% de non-inscrits sur les listes électorales. Oui, mais c'est quand même la preuve qu'il se passe quelque chose. J'aimerais qu'on revienne à notre scénario. J'aimerais qu'on revienne au scénario du début de l'émission. Emmanuel Macron
élu président en mai prochain. Quelles seraient ses premières propositions? On lui a longtemps reproché de ne pas avoir de projet. Alors on en sait un petit peu plus sur le temps de travail, sur les cotisations, sur l'éducation. Regardez notre plein cadre. Je propose que la loi édicte des règles simples, lisibles, définisse un ordre public social qui doit être le même partout et pour tous, qui fixe la durée légale du temps de travail. Elle doit rester à 35 heures. Je propose que toutes les cotisations maladie et les cotisations chômage qui sont aujourd'hui payées par les salariés soient supprimées dans les quartiers les plus difficiles de la République, qu'ils soient ruraux, qu'ils soient urbains. Dans ces endroits de la République, nous dédoublerons vraiment les classes. Si vous dédoublez une classe de CEP dans un quartier favorisé, ça n'a que peu d'impact. Si vous la dédoublez dans un quartier difficile, et quand je dis la dédoubler, c'est pas passer de 24 à 22, c'est vraiment de passer de 24 à 12. Là, vous avez un impact majeur. Alors, Christophe Castaner, bon, on a l'impression qu'il s'est un peu mis au boulot quand même, parce que les unes de magazines, c'est sympa, mais ça ne suffit pas pour une campagne présidentielle. Il y a des propositions. Est-ce que tout ça est réaliste? Bon, ça, on verra. Quelle est la proposition la plus importante, selon vous, d'ailleurs, dans tout ce qu'on a pu entendre là, à l'instant ou... Non, mais d'abord, répondre à votre petite provocation, cher Bruce. J'essaie de me mettre au niveau de vous tous, mais c'est difficile, parce que vous êtes très, très bons ce soir. Il a commencé, pour répondre à Philippe, par aller sur le terrain. Les marcheurs, 100 000 personnes qui ont été rencontrer des gens pendant 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Ce que nous, les élus, nous faisons, et je le dis à M. Ruffin, je suis maire d'une commune de 5 000 habitants, et la distance entre mon épaule pour mettre la main sur l'épaule et me dire tout va bien, et mes fesses pour mettre un coup de pied au cul est à peu près la même. Et donc, très clairement, c'est cette démarche-là de terrain, de proximité, de diagnostic. Ouais. Ensuite, il a fait des déductions et il propose un plan de transformation sur des grands sujets, l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi. Et très clairement, en sortant de la logique du gauche et du droite. C'est pas se renier que de sortir de cette logique-là, mais c'est la dépasser, parce que notre pays a besoin qu'on la dépasse et qu'on fasse des réformes. Donc parmi les réformes importantes, effectivement, celle de la formation professionnelle. Celle de faire en sorte qu'on ne défende pas un code du travail qui, au fond, ne s'applique pas à ceux qui rentrent sur le marché du travail, mais plutôt un droit au travail, un droit réel au travail. C'est ça notre enjeu. Il y a autre chose que j'ai noté. L'UNEDIC, il voudrait que ce soit nationalisé, géré par l'État. Aujourd'hui, ça a l'air comme ça d'être un peu abstrait, encore une fois, pour ceux qui nous regardent, mais c'est une révolution, ça, pour le coup. Aujourd'hui, Pôle emploi est financé par les cotisations des salariés et des entreprises. Et donc, plus vous avez d'activité et d'emploi, plus vous avez de recettes. Ça tombe mal, c'est l'inverse qu'il nous faut. C'est faire en sorte qu'aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, vous avez beaucoup de chômeurs à indemniser et très peu de capacité ou insuffisamment de capacité à les financer. Résultat, 30 milliards d'euros de dette. Donc oui, il faut nationaliser cette dette pour ouvrir de nouveaux droits, comme celui du droit à la démission, pour pas qu'on soit enfermé dans son obligation de garder son boulot. François Ruffin, juste sur ce point précis, est-ce que ça... Non. Ça ne vous parle pas. Moi, j'ai une mesure qui me parle beaucoup. Attendez, juste une chose. Est-ce qu'il y a, parmi toutes les propositions, est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement agacé ou énervé ou une positive? Non, mais qu'on dédouble, dédouble les classes, je veux dire que personne ne va être contre. Maintenant, après... Le salaire net et le salaire brut, vous avez entendu ça? Oui, mais Emmanuel Macron dit qu'il faudrait rapprocher les deux. Après, la question, c'est comment on va... Moi, je suis pour dédoubler les classes, et puis je suis aussi pour qu'il y ait des embauches à l'hôpital et tout ça, mais comment on fait ça si on considère que la hausse de l'impôt sur le revenu, c'est Cuba sans le cap... Enfin, je sais plus, sa formule, c'est quoi? Cuba sans le soleil. Quand il y a eu la proposition, parce que Emmanuel Macron, aujourd'hui, il veut être président de la République, mais il a contribué à être... à forger la politique qui s'est déroulée pendant 5 années aux côtés de Hollande et même avant l'élection, puisqu'il a contribué à miner les propositions de gauche qui pouvaient être celles de Hollande. Il a contribué à les miner dès avant son élection. Donc, vous savez, il y a une mesure, puisque vous cherchez une mesure qui, pour moi, est très symbolique. C'est que on a besoin d'entrepreneurs, on est tous d'accord, parce qu'il faut des emplois. On a aussi besoin de salariés bien payés. Absolument, mais d'accord. Mais il a proposé une chose très simple, c'est que tous ceux qui prennent des risques, les petits qui prennent des risques, ils n'ont pas de chômage. En l'occurrence, les commerçants, les professions libérales, ils arrêtent du jour au lendemain, leur commerce ne marche plus, ils n'ont rien. Tous ceux qui prennent des risques, aujourd'hui, n'ont rien. Et je trouve que c'est très important de mobiliser autour de gens qui risquent leur argent, qui ne sont pas des grands patrons, et proposer le chômage pour ces gens-là me semble très intelligent. Bruno Roger-Petit. Sur le rapport au travail, il y a quelque chose aussi
qu'il porte, qui est assez nouveau, qui consiste à dire le marché du travail tel qu'il est aujourd'hui, verrouillé avec le code du travail, finalement produit des effets qui ne sont pas protecteurs. C'est-à-dire que vous avez des salariés qui sont en place, qu'il appelle les insiders, qui sont des privilégiés qui ne risquent rien. Et puis à la porte, mais si c'est vrai, et à la porte, vous avez les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui sont à 70% au chômage sur les 18-24 ans. Bon, et ceux-là, on leur dit non, stage, CDD, et puis au bout du 2e ou 3e CDD, on verra si on te garde. Donc il y a quand même aussi l'idée, malgré tout, je suis désolé, Marie-Noëlle Lienemann, mais c'est ça. Il faut à un moment s'attaquer à ça. Mais non, mais c'est pas un truc libéraux, c'est être social. Mais c'est pas parce que c'est libéral que c'est idiot. Hein. On ne peut pas continuer un marché du travail où il y a les privilégiés verrouillés derrière. Mais si, mais c'est une réalité. Et puis vous avez les jeunes, vous avez les jeunes. Mais non, vous avez les jeunes. Vous avez les jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui sont bloqués. Mais ça aussi, c'est une réalité. Et c'est un des plus grands échecs de la gauche au pouvoir. Marie-Noëlle Lienemann. C'est pas moi qui va défendre ce qui a été fait dans ce quinquennat, car justement, je pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour régler le problème du chômage, et notamment du chômage des jeunes. Mais effectivement, Emmanuel Macron, quand vous dites c'est nouveau, mais c'est vieux comme Hérode. Ça fait 30 ans qu'on nous dit que le problème, c'est qu'il faut tout déréguler pour que les insiders soient moins protégés. Non, il ne faut pas déréguler, il faut réorganiser. Oui, c'est ça. Enfin bon, en poliment, c'est ce que ça fait. Non. Oui, bien sûr. Et en réalité, c'est la loi El Khomri multipliée par 10 ou par 20 que nous propose. C'est-à-dire, il faut déstructurer le code du travail, les protections sur les salariés qui ont, paraît-il, trop de protection aujourd'hui, et ça va donner du boulot aux gens qui sont exclus ou en difficulté ou chômeurs. Ça, c'est le discours que tiennent tous les libéraux depuis 30 ans. On est le seul pays qui ne faisons pas ça. Non, mais justement, c'est pas vrai. D'abord, on a beaucoup dérégulé le code du travail en France. Et indépendamment de ça, on a rajouté des articles. Est-ce que c'est ça qui a réglé les problèmes dans les autres pays? Pourquoi aujourd'hui Trump fait le score qu'il fait aux États-Unis? Pourquoi il y a eu le vote au Brexit? Pourquoi il y a la montée de l'extrême droite dans plein de pays? Parce que le cœur en Angleterre, il y a 5% de chômage. Oui, donc c'est pas ça qui explique le Brexit. Mais parce que justement, c'est autre chose. C'est votre regard du chômage. Non, c'est le chiffre. Non, c'est 5%. Mais justement, ils sont en plein emploi. Ils sont pas en plein emploi. Il y a des masses de travailleurs pauvres. Ils sont censés être travailleurs. Ils sont pas chômeurs, mais ils n'arrivent pas à vivre de leur boulot. François Ruffin. Donc la question centrale, et donc Emmanuel Macron nous propose de la plonger vers ça. Et quand il nous dit dialogue social, il adore le dialogue social dans la simple entreprise où il y aurait le minimum de protection, et l'UNEDIC, qui est normalement géré paritairement par les syndicats. Alors là, il veut que ce soit l'État, avec une formule terrible. C'est celui qui paye qui doit décider. Ça, c'est une formule de droite. Ça veut dire que, par exemple... Tu es contre la maîtrise publique? Non, je suis contre. C'est ça que tu les cotisations, je suis pour garder le paritarisme. Parce que les cotisations des salariés, c'est eux qui les payent. S'il vous plaît, il faut que chacun puisse parler. Merci beaucoup. Pas parce qu'on a 30 milliards d'euros de dette sur oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais que chacun puisse s'exprimer. Il nous reste encore quelques minutes d'émission. François Ruffin. Non, mais quand Marie-Noëlle Lienemann dit ça va être la loi Macron puissance 20, on voit Sophie de Menton qui approuve et qui dit oui, ça sera la loi Macron, la loi El Khomri puissance 20. Oui, elle a été tronquée complètement. Voilà. Donc on voit ce qui se dessine derrière ces mots-là. Puis alors moi quand j'entends on me dit que ce sont les privilégiés qui ne risquent rien et que les privilégiés qui ne risquent rien, ce sont les personnes qui, par exemple, vous savez, au moment de la campagne présidentielle en 2012, j'étais auprès des salariés des caissières de ED à Albertville. Les caissières de ED qui, pendant 4 ans, ont fait grève tous les dimanches matins parce qu'elles refusaient de travailler le dimanche matin. Elles étaient soutenues à l'époque par les élus socialistes du coin qui parodiaient Obama et qui disaient « Yes, weekend ». Nous, contre la droite, nous préserverons le week-end. Et finalement, Macron a fait exactement l'inverse. Bon, voilà, les privilégiés, ce sont eux, alors que Macron ne va jamais s'attaquer à ses amis à lui. Je veux dire, Macron, il a fait son pognon... C'est ses amis à lui, tout ça. C'est quoi, ses amis à lui ? Ses amis à lui. Je veux dire, il a travaillé pour la banque Rothschild. Mais oui, voilà. Il faut quand même aussi, il a travaillé pour la banque Rothschild. Henri Emmanuel. C'était dans les années 70 ou je ne sais pas trop quoi. Alors moi, j'ai pas le CV de tout le monde. Mais d'avoir une vraie vie, c'est pose un problème. Attends, une vraie vie. Voilà. Alors ça, c'est le truc super aussi. C'est la vraie vie. Nous voilà dans le réel. Nous sommes dans la vraie vie. La vraie vie, c'est la banque Rothschild. La vraie vie, c'est l'ENA. La vraie vie, c'est Sciences Po. Et la vraie vie, c'est de se faire sa fortune sur les fusions-acquisitions. Voilà votre vision, la vraie vie. Très bien. Mais non, la vraie vie, c'est... Pourquoi ne pas assumer... Attendez, pourquoi ne pas assumer... La vraie vie sur les salariés 2D le dimanche matin aussi. S'il vous plaît, François Ruffin, pourquoi ne pas assumer le fait qu'Emmanuel Macron ait travaillé à la banque Rothschild? Mais je l'assume et je trouve que c'est une qualité. Voilà. Je trouve que c'est une qualité.
Alors, parce que très bien. justement, il a Mais ne mené dites- plusieurs activités professionnelles, Ah bah, tu plutôt penses. que d'être un apparatchik du Parti Oh, socialiste, bah, bien sûr, parce que oui. ça arrive Qu'est-ce qu'ils assez vous ont fait, régulièrement, Rothschild chère Bah, parce Marie-Noël. que je m'excuse, ou j'ai vu la loi Marie-Noël, bancaire. si tu permets, Allez, je vais puisque- juste aller jusqu'au bout, plutôt que d'être un apparatchik, Moi, j'ai attaché jamais été apparatchik, parlementaire, j'ai je travaillé, te le dis moi. pas pour toi, député, ministre, et de penser qu'on Non, mais peut faire de la politique. Il aurait quand on pu est s'engager à la professionnel. CGT, à la Et CFDT, il aurait je pu voudrais vous s'engager dire à que sur la Solidaire et question devenir du un cadre de travail, Solidaire. laissez-moi Ensuite, un tout petit peu parler. Je voudrais dire que sur la question du travail du dimanche, j'ai vu aujourd'hui un grand magasin, une grande enseigne avoir un accord avec les salariés pour l'ouverture du dimanche, avoir 150 postes créés au BHV, 500 aux Galeries Lafayette. Le doublement du salaire pour ceux qui travaillent, ça a été négocié avec les salariés et les salariés ont été d'accord pour que ce soit mis en œuvre. Et je me dis que finalement, qu'aujourd'hui, ces grandes surfaces qui sont ouvertes grâce à l'autorisation donnée par le Conseil municipal de Paris sous l'autorité Avec d'Anne beaucoup de Hidalgo, difficultés. très clairement, ça va augmenter leur chiffre d'affaires et donc mais l'activité. ça va Je réduire. trouve que Je c'est voudrais vraiment pas si grave. On que regarde ça. ensemble, je voudrais qu'on regarde ensemble, parce que dans l'histoire de la Ve République, d'autres personnalités ont tenté l'aventure sans parti traditionnel. Alors on compare parfois Emmanuel Macron à un personnage que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, Jean-Jacques Servan-Schreiber, C'était lui ou le JJSS, Canoë, donc, fondateur de en général, l'Express, c'est l'un des deux. et il voulait changer la société Pompidou, française. Regardez cette archive de 1973. Qui est Jean-Jacques Servan-Schreiber? Un journaliste, un homme d'affaires, un leader politique, un personnage qui dérange les idées reçues, ou tout à la fois? Vos adversaires disent que vous êtes un personnage à part dans le milieu politique. J'espère bien. J'espère bien. Est-ce Quand que- on voit le milieu politique, vous êtes un petit peu à part. Vous êtes satisfait d'être à part. Enfin, qu'ils disent que je suis à part, ceux-là, oui. Que je suis pas comme eux, ça me fait grand plaisir. Bien, mais ils disent aussi que vous êtes un personnage, permettez-moi la formule, un personnage de théâtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, eux sont des spectateurs. Alors j'aime mieux être acteur. 1970, Wagram déjà, c'est le triomphe du manifeste radical, un projet de société qui rassemble pour un temps les anciens et les nouveaux radicaux. Jean-Jacques Servan-Schreiber et Lord Kennedy, une famille, des méthodes nouvelles, une approche de la politique que certains jugent révolutionnaire. Révolution, d'ailleurs, c'est le titre du livre d'Emmanuel Macron. Michel Maffesoli, quand vous voyez cette archive, 1973. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot révolution, revolver, c'est le retour du même. Et donc, la vraie révolution de Macron, c'est qu'il veut faire revenir des mêmes choses. Je dis, c'est un homme du système qui ne comprend pas ce qui est en jeu actuellement. Alors, je ne sais pas si c'est le réel, la réalité, mais en tout cas, c'est revenir à ce qui est alors du proche, de la proxémie. Et je maintiens que ce qu'il a né en fait, de tous ces programmes ne renvoie pas à cette proxémie. Et c'est en ce sens, si vous voulez, que j'ai dit tout à l'heure, c'est le spectacle, c'est la théâtrocratie. C'est beau, comme un feu d'artifice. Oui, à la alors- fin, on dit label bleu. Hein, et puis après, il faut revenir à la réalité. Il y a une question politique qui se pose, Bruno Roger-Petit. Est-ce qu'il va être le fossoyeur du PS? Bah, c'est tout l'enjeu de la période qui s'ouvre, c'est ce que j'allais vous dire. Par rapport à 1973, où Jean-Jacques Servan-Schreiber avait en face de lui Giscard d'Estaing, Mitterrand à gauche. Qui était déjà soi-disant très vieux. Qui était déjà soi-disant très vieux. Bon, il y avait quand même des puissances politiques. Là, effectivement, on est confronté à un phénomène nouveau, qui est la fin du cycle du Parti socialiste qui s'est ouvert à Épinay avec Mitterrand, avec un Parti socialiste en crise, avec des gens qui se présentent, on va le voir pendant les primaires, qui ne sont d'accord sur rien les uns avec les autres, avec le sentiment que tout est en train de se déliter. Parce que les socialistes ont beau nous rechanter le couplet de 2002, c'est le méchant Emmanuel Macron qui va nous faire perdre. Non, c'est Jospin qui a perdu tout Mais seul il en faut le 2002. remercier de Et ça. ce sont les socialistes qui sont en train de, en ce moment en tout cas, tisser eux-mêmes la toile dans laquelle ils se prennent. On termine avec un sourire quand même, avec Oui. cette question. Emmanuel Macron a-t-il besoin d'un coach vocal? Regardez. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Bon, clairement, là, c'est vraiment une opinion qui n'a rien de politique, mais il y a un problème, là, quand même. Oui, parce que... Non, mais c'est Alors, tout Bruno bête. Roger-Petit. En général, c'est aux femmes qu'on Truc dit d'orateur à l'ancienne, il a parlé avec la gorge, Ouais. et il faut Avec parler le avec la ventre. poitrine, et donc il est en train d'apprendre à parler avec la poitrine. Cela étant, ce moment est assez intéressant parce que on s'est moqué, et puis dans le même temps, vous avez beaucoup de gens qui disent oui, mais au moins, il est sincère. C'est ça qui est assez étonnant comme J'ai entendu qu'il travaillait avec un chanteur d'opéra.
Et ça, c'est pas mal Non, aussi moi, d'avoir de personnellement, l'énergie. je pense que c'est en général Pour sortir du jeu la critique théâtral, qu'on fait aux justement. femmes. Hein. On partir dans l'aigu quand on Ah, est les grues. Faites attention. dans l'aigu quand on est passionné. Je pense que c'est relativement secondaire. Je pense que Bien nos sûr, concitoyens- c'est un clin d'œil pour Voilà. terminer Mais l'émission. Je voudrais vous quand même confirme. revenir à ce qu'a dit monsieur. D'un mot, parce que c'est Voilà. le terme de Je l'émission. pense que le Parti socialiste, effectivement, la situation n'est pas comparable avec les années 70, parce que les partis, en général, Pas que et les PS. partis de gauche en particulier, PS, PC, sont dans un affaiblissement considérable. Mais pour autant, faire croire qu'on va faire naître quelque chose de neuf uniquement autour d'un homme, et non pas à travers la structuration d'un projet qui oblige à synthétiser des parcours politiques, des idées, des Bien. histoires, ça c'est un leurre, Merci. et en cela ça risque de... Merci C'est beaucoup. la question. Merci à tous les 6 d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis, vous qui nous regardez ce soir sur France 5. Dans un instant, le doc du dimanche, monument 5 étoiles, l'histoire d'édifices historiques transformés en hôtels. Aucun rapport, bien sûr, avec le Parti socialiste. Très bonne soirée sur France 5. C'est le mouvement, ça